Oui, mais en se promenant dans cette forêt, on peut voir d'autres arbres. J'aimerais qu'on soit très concret, qu'on revienne par exemple sur un exemple que je trouve moi tout à fait parlant de ce qui se fait aujourd'hui et qui répond aux objectifs du plan Maroc Vert, notamment dans le domaine des plantes aromatiques. J'en parlais tout à l'heure. Le Maroc, en la matière, est le 12e exportateur mondial. La filière génère 600 millions de dirhams chaque année, 500 000 journées de travail. Donc son poids économique et social n'est pas du tout négligeable, on est d'accord. Et cette filière-là, encore une fois, on essaye de la développer en préservant les ressources. Et je vais vous donner l'exemple du travail qui est fait, par exemple, au Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification, qui vient de signer un accord avec un organisme international non lucratif de certification qui s'appelle Fairwild. Je vous propose d'écouter sur ce point Abdelhadim Nafi, le Haut Commissaire marocain. Nous avons comme objectif principal d'abord, c'est de valoriser les écosystèmes forestiers en dehors des produits classiques et de nous adresser principalement à ces plantes aromatiques et médicinales. Mais en valorisant, évidemment, nous allons créer des revenus alternatifs pour soulager la pression sur les ressources forestières. Et en créant donc ces revenus alternatifs, nous allons essayer d'aller beaucoup plus loin en valorisant par la transformation, notamment par la production des huiles essentielles et des arômes. Et lorsqu'on a fait cela, il y a un autre créneau de valorisation d'ailleurs qui est aussi l'objet de cette convention avec Fairwild, c'est la valorisation par l'origine géographique et par le commerce équitable, c'est-à-dire de mettre les coopératives des ayants droit, des usagers, directement donc en face à face avec les aspects commerciaux pour qu'il y ait donc la meilleure valeur ajoutée qui puisse rester au niveau de ces zones d'origine. Et le dernier point évidemment qui est essentiel, c'est la certification. Fairwild, c'est une fondation qui est chargée de l'établissement des standards de certification, c'est-à-dire de montrer que l'exploitation de ces produits aromatiques et médicinaux se fait de façon durable, c'est-à-dire qui respecte le renouvellement de la ressource. Alors même si dans ce cas concret, on n'est pas, j'entends bien, dans du parcours agronomique pur et dur, on comprend avec cet exemple que le plan Maroc Vert suscite quand même une dynamique sur laquelle il y a des initiatives qui voient le jour tout à fait intéressantes. Abdelhamid Touami. Oui, tout à fait. Je crois que le plan Maroc Vert est fait justement pour aller identifier là où le Maroc a un potentiel. On ne va pas continuer à ne produire que les choses qui ont été produites tout le temps. Il y a un potentiel, il y a des niches à aller exploiter. Pour l'exemple qui a été donné, pour la valorisation des plantes aromatiques médicinales, je crois qu'effectivement le Maroc a un potentiel là-dedans et c'est ce qui a été identifié et c'est ce qu'on essaie d'exploiter. Et pourquoi ça pourrait réussir? Puisque c'est médicinal et aromatique, la productivité pour les agriculteurs est grande, elle est valorisée plus que d'autres biens. Donc il y a un détournement de ressources, en particulier ressources travail, et probablement que même les terres sur lesquelles c'est fait, ça peut appartenir à l'État sous forme de convention, etc., pour que les agriculteurs puissent exploiter ces plantes, et donc ça donne un revenu à ces paysans. Donc il y a une dimension qui peut réussir dans ce cas et peut-être pas dans d'autres agricultures. Pourquoi? Puisque ça donne de façon claire et nette qu'est-ce qui revient aux agriculteurs en termes de salaire, en termes de valorisation de productivité. Encore plus, le disait le secrétaire, le haut commissaire, c'est que en mettant directement les producteurs face à ceux qui vont effectivement bénéficier de ça, donc les utilisateurs éventuels, la marge que les paysans vont empocher devient plus grande puisqu'il y a moins d'intermédiaires. Et je crois que là, c'est un des exemples qui, à mon sens, pourrait réussir puisque justement, ça laisse plus de valeur ajoutée pour les agriculteurs. D'autant plus que dans ce processus de valeur ajoutée, on peut aussi passer des étapes et arriver à des huiles essentielles, intéresser la filière pharmaceutique, cosmétique. C'est un bon exemple de développement, Monsieur Akesbi. Absolument, bien sûr. Vous savez, traditionnellement, je peux vous assurer, on a fait à l'Institut agronomique beaucoup d'études, notamment dans les régions de l'Oriental, sur ces plantes aromatiques et médicinales. Il y a d'ailleurs beaucoup d'écrits, beaucoup de productions sur cette question. Et précisément, justement, une des conclusions
marquante, hein, c'est que précisément ce sont des produits. On a souvent constaté que généralement le modèle est le suivant. Vous avez un non-agriculteur, on va dire. Hein. Ça peut être des sociétés multinationales, hein, notamment françaises, hein, qui sont spécialisées dans les cosmétiques, dans les parfumeries, etc., hein, notamment dans le sud de la France, hein, qui viennent dans ces régions et qui, effectivement, commandent des grandes quantités de plantes, mais à l'état brut. Hein. Alors, et à partir de cela, on va soit dans un atelier à Casablanca, soit on exporte en brut carrément en Europe. Et alors là commence le vrai travail de valorisation. Vous voyez bien. Mais ce dont nous parlait M. Lafy tout à l'heure, c'était justement de créer une filière au Maroc de valorisation locale. Voilà, il faudrait articuler, c'est ça qui est important maintenant, c'est-à-dire, vous voyez bien que c'est un mouvement d'ensemble. Il faut d'abord qu'il y ait de la recherche, développement derrière. Hein. Okay. Il faut qu'il y ait réellement un travail aussi d'investissement dans les différentes étapes de la valorisation, qu'il s'agisse de l'agro-industrie, mais comme on a dit aussi de la distribution, du marketing, etc. C'est véritablement la filière qui doit être repensée pour être effectivement d'abord une filière localisée au Maroc, mais évidemment qui peut avoir un potentiel de rayonnement ensuite dans le monde. Et la dimension, vous savez, recherche-développement dans ce genre de choses est extrêmement importante. Et on voit bien que dans ce domaine, pour arriver à percer, pour arriver à mettre sur le marché international des produits avec des marques locales, des marques qui soient réellement propres au pays, c'est complexe. D'où, j'insiste beaucoup sur cet élément-là. Vous savez, il y a une dizaine d'années maintenant, hein, on a mis en place, précisément dans la région de Tchaounat, un institut des plantes aromatiques, etc. Il faut espérer que cet institut commence effectivement à devenir assez productif. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas encore probant. Mais il faut espérer effectivement que se crée une dynamique positive autour de cette région qui est très prometteuse. Alors vous soulignez l'importance de la recherche et développement. En amont, il faut aussi avoir conscience que l'important, c'est de préserver la ressource. Monsieur Lafy l'a aussi dit tout à l'heure dans son intervention. Et la principale ressource en agriculture, bien évidemment, celle qui prime surtout, c'est la ressource en eau. Hein. Et de ce point de vue, le Maroc, comme les autres pays maghrébins, fait face à un défi sérieux. Les ressources, elles diminuent, la consommation augmente. Et tout cela dans un contexte de réchauffement global et de changement climatique. Il faut donc s'adapter. La question est au centre de programmes de recherche, notamment à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. On écoute tout de suite son directeur général, Mohamed Badraoui. Le fait de construire des barrages était déjà un élément important d'adaptation. Nous avons fait beaucoup de mobilisation d'eau, nous avons amené l'eau aux parcelles, mais nous ne valorisons pas suffisamment cette eau. Il faut absolument parler maintenant des rendements des cultures par mètre cube d'eau et non pas par hectare. Et c'est l'élément d'arbitrage pour le choix des spéculations agricoles. Pour cette raison-là, le Maroc, actuellement, dans le cadre du plan Maroc vert, prévoit la reconversion de l'irrigation de surface gravitaire vers l'irrigation localisée. Essentiellement du goutte à goutte, mais il y a d'autres techniques. Il y a des micro-jets aussi, il y a d'autres techniques. L'avantage, on va économiser de l'eau, mais on va aussi produire plus par mètre cube d'eau parce que nous apportons en même temps avec de l'eau des engrais. C'est ce qu'on appelle la fertigation. Et les systèmes d'irrigation localisés peuvent nous permettre, sur 550 000 hectares, d'économiser l'équivalent d'un barrage. L'irrigation, c'est la forme d'adaptation au changement climatique la plus importante. Bon, ça, c'est un aspect déjà fondamental. Le deuxième aspect important, c'est tous les aspects de création variétale, avoir des variétés résistantes ou tolérantes à la sécheresse. Nous avons des variétés de céréales, nous avons des variétés d'arboricoles, en olivier, en agrumes, qui sont résistantes à la sécheresse. Alors ça, c'est une piste aussi fondamentale. Économiser l'eau permet aussi, on l'a vu, peut-être aussi parfois de produire plus. C'est ça, la modernisation des techniques agricoles qui sont promues dans le plan Maroc vert. Abdelkhalek Touami. Oui, alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau le plan Maroc vert a intégré de façon optimale l'exploitation de la ressource, surtout lorsque nous regardons un peu ce qui est prévu jusqu'à l'an 2020-2030 à partir du plan Maroc vert. Il me semble que c'est une dimension qui n'est pas complètement intégrée de façon claire, c'est-à-dire est-ce que vraiment nous avons l'eau qu'il faut pour que l'on puisse produire tout ce que le plan Maroc vert veut
ou se fixe comme objectif. Je doute, je ne suis pas spécialiste au niveau de l'agriculture, mais je doute puisque j'avais discuté avec des collègues, et même des experts qui travaillaient pour la Banque mondiale et qui remettaient en doute les projets de Maroc vert, surtout pour des régions, et non pas au niveau peut-être pas global, mais pour certaines régions, probablement que les objectifs ne peuvent pas être atteints étant donné le déficit hydrique que certaines régions connaissent. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, évidemment, pour que l'on puisse évoluer de façon optimale sur tout, il va falloir revoir ce que nous produisons étant donné la ressource. C'est-à-dire, on ne peut pas produire n'importe quoi, n'importe où. Il va falloir produire ce que l'on peut produire étant donné la ressource disponible. C'est-à-dire, et je crois que dans la capsule que vous avez fait passer, ça montre qu'effectivement, il faut regarder quelles sont les cultures qui consomment le moins d'eau. Donc, l'équation ou l'optimisation qu'on doit mettre, c'est culture, disponibilité de la ressource. Et lorsqu'on aurait résolu cette équation, c'est là où le reste peut venir. Puisqu'actuellement, il me semble que plusieurs cultures qui sont faites sont consommatrices d'eau et ça tombe malheureusement lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on dresse le compte d'exploitation puisque la rubrique eau est mal valorisée, on produit comme si cette ressource ne nous a pas coûté de l'argent. Et il va falloir à un certain moment trouver le moyen pour comptabiliser correctement le coût du mètre cube d'eau qui est utilisé dans chaque culture. Comme ça, il y a une allocation des ressources qui va être faite de façon optimale et c'est ça seulement qui va nous sélectionner les cultures effectivement qu'on va exploiter par le futur. Najiba Kesbi, vous êtes d'accord sur cette inadéquation entre les objectifs du plan Maroc vert sur certains points et parfois la réalité des ressources en eau qui n'est pas suffisante ? En effet, moi je crois que mon ami Abdelkhalq parle en se posant des questions. Moi je peux vous assurer, pour avoir, je crois, consacré beaucoup de temps à l'étude du plan Maroc vert, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de souci de la ressource dans les projections, dans les choix de production du plan Maroc vert. Qu'il s'agisse d'ailleurs du premier ou du second pilier, on fixe effectivement des objectifs de production. D'ailleurs, ce qui est un autre élément à mon avis très important. Je constate que jusqu'à cet instant, on est bien avancé dans l'émission, on n'a pas encore parlé de sécurité alimentaire, alors c'est quand même la question clé majeure de l'agriculture du pays, parler de plus en plus. Mais simplement vous dire, dans les projections du plan Maroc vert, et dans les choix des productions et des systèmes d'exploitation, on fait des projections d'augmentation de la production à 2020, mais sans tenir ni compte de la ressource, donc effectivement à commencer par la ressource eau, ni aussi de la sécurité alimentaire, parce qu'il ne s'agit pas de me dire qu'en 2020 on va produire tant de céréales si, dans le même temps, on ne me compare pas cette production avec la consommation qui sera atteinte en 2020. En évacuant complètement cette équation qui consiste à voir quel va être l'équilibre entre la production, c'est-à-dire l'offre, et la consommation, c'est-à-dire la demande. Et donc, ce qui va déterminer le niveau d'insécurité, c'est-à-dire alimentaire du pays en 2020. Cette dimension est complètement absente de la façon de faire, si je puis dire, du plan Maroc vert. Donc vous confirmez bien évidemment, il n'y a pas. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de souci. On n'a pas l'impression que le plan Maroc vert se préoccupe à la fois de l'adéquation entre la production et l'état des ressources, et surtout de leur devenir à 2020 et plus tard, et aussi de l'adéquation entre la production et la consommation du pays. Ce qui fait que on a en fait, j'ai dit tout à l'heure que pour moi le plan Maroc vert c'est d'abord largement le pilier 1. Il faut quand même pas oublier que le pilier 1, je répète, c'est dit clairement, c'est un modèle productiviste. Et on dit qu'il faut effectivement intensifier, il faut utiliser des semences, il faut utiliser des traitements, etc. pour accroître la productivité parce que c'est le seul élément clé pour être en mesure d'être compétitif, d'exporter au moindre coût. C'est ça la logique du plan Maroc vert. Donc on est à 10 000 lieues, si vous voulez, des préoccupations écologiques, des préoccupations, comme vous avez dit tout à l'heure, de l'agriculture raisonnée, et j'ajoute d'un équilibre sécurisant pour l'alimentation du Marocain de l'an 2000, 2020, 2030, etc.